Merci. Je vous propose effectivement une réflexion à travers l'Atawad et surtout la première partie, c'est Atawad. Atawad est un concept qui a été inventé il y a à peu près une quinzaine d'années par Xavier Dalloz, et il m'avait même demandé de le déposer en marque. Et c'est tellement utilisé aujourd'hui que plus personne ne sait effectivement que c'est une marque, et en rajoutant les contenus, il est clair qu'on est bien dans un élément qu'il avait prévu, c'est-à-dire une hybridation généralisée. Ce qui n'est pas hybride dans tout cela, c'est la donnée à caractère personnel. Parce que dans tous ces systèmes, il faut nécessairement repérer soit un abonné, soit repérer une box, soit repérer une adresse IP. Et donc, il va falloir gérer des données à caractère personnel. Ce que je vous propose, c'est une réflexion pour vous mettre en avant que dans tous les systèmes qui aujourd'hui sont des systèmes de contenu hybride, il y a un élément à chaque fois, c'est la maîtrise d'un jury-système. Pourquoi la maîtrise d'un jury-système ? Parce que à travers des idées d'hybridation et donc de liberté, on retrouve toujours un système où il faut continuer à suivre le signal. Et derrière le signal, une adresse électronique physique et donc une donnée à caractère personnel. Et ceux qui gagneront dans ce domaine-là, c'est ceux qui disposeront non pas d'un système technique homogène pour pouvoir gérer l'hybridation, non pas uniquement d'un système économique, comme j'ai entendu un des panélistes. La solution, elle viendra ni de la technique, ni de l'économie, mais elle viendra des juristes. Et on le voit bien si vous regardez un système aussi fermé que peut être iTunes, ou un système aussi ouvert que peut être Android, deux systèmes complets. Dans tous les cas, la technique, elle est totalement maîtrisée par énormément d'opérateurs. Bien évidemment, l'économie est souvent sur des prix assez similaires. Et la différence, c'est le jury-système. C'est-à-dire que iTunes, c'est d'abord avant tout un groupe fermé d'une organisation juridique basée sur une privatisation de fait des données à caractère personnel. Si on prend Facebook, avec tous les éléments d'utilisation qu'on peut utiliser sur Facebook, Facebook, c'est un système de privatisation des données à caractère personnel, permettant par exemple à Facebook d'interdire à l'ensemble des opérateurs et des développeurs qui interviennent sur la plateforme Facebook de développer et d'utiliser des données à caractère personnel, y compris de leurs clients par rebond, qui seraient directement liés à leur appliquette ou directement liés à la vidéo qu'ils utilisent, sans l'autorisation préalable de Facebook. Donc, aujourd'hui, dans tous ces systèmes, celui qui contrôle le jury-système devient dominant sur la technique et l'économique. Je vous propose une réflexion à travers cette vision. Cette vision, elle se situe dans un cadre mondial. En un mot, je préside un cabinet important à Paris. Et par ailleurs, je suis président du réseau Lexing, c'est-à-dire le premier réseau de technologie avancée qui regroupe tous les spécialistes comme votre serviteur sur ces domaines extrêmement complexes où il faut combiner technique et droit. Mais particularité. Comme dans le monde entier, on est sur des technologies identiques et des droits qui sont face à des vides juridiques, ou en tout cas pas des trop-pleins, le droit est piloté par la technologie. C'est-à-dire qu'il y a en fait une universalité des règles juridiques, tout simplement parce que chacun est calé sur les exigences technologiques, et quel que soit le romano-germanique ou des systèmes comme le Japon ou la Chine, ou des systèmes, bien entendu, comme le droit anglo-saxon, eh bien on retrouve à peu près les mêmes règles juridiques. C'est la raison pour laquelle le contrat, par exemple, Facebook est identique, quel que soit le lieu du monde. La réflexion très rapide, c'est l'inadaptation des réglementations informatiques et liberté. Dans une carte mondiale, il y a plus de 100 pays qui ont une réglementation informatique et liberté, donc qui gèrent à peu près la même chose, l'adresse IP ou la box, ou tout simplement l'abonnement au téléphone ou à la réception de la télévision. Et parmi ces centaines de lois, elles sont toutes très proches
de la loi informatique fichier liberté. Pourquoi? Parce que la loi informatique et liberté, c'est 80% de la directive 95-46, et il y a un principe d'universalité qui a été mis dans ce cadre juridique qui dit qu'on ne peut exporter des données vers des pays tiers que si et seulement si les pays tiers ont des réglementations équivalentes. Ce qui fait que la plupart du monde est en train de se mettre en ligne avec la directive 95-45 et donc est en ligne avec la loi française, ce qui vous explique pourquoi je peux avoir aujourd'hui une position très particulière au niveau mondial. La situation, c'est des écosystèmes qui sont basés sur des cadres juridiques totalement différents. C'est-à-dire que bien qu'on soit piloté par la technologie, en fait, il y a deux grands systèmes. Il y a des systèmes fermés et des systèmes ouverts. Il y a ceux qui partagent les données et ceux qui se réservent les données. Et à partir de là, le monde est en train de se construire. Et les économies, notamment de la consommation hybride de tous les contenus, est en train de se mettre en place selon ces éléments-là. Et là, il y a une tendance dans le monde entier, qui est une tendance à monétariser les données. Monétariser des données à travers le consommateur qui réclame sa propriété, tous traders, et monétariser des données parce que tous ceux qui veulent intervenir sur un jurisystème qui est commandé par un contrat ou un système fermé dit, eh bien, si vous voulez vendre votre appliquette, si vous voulez vendre votre vidéo, si vous voulez mettre votre publicité, il faut me payer l'accès à la donnée, ou l'accès à l'abonnement, ou l'accès à l'adresse IP, ou tout au moins l'accès au nom de la personne, si je veux simplement faire une prospection. Vous voyez que ici, il faut bien, dans ce monde des technologies, ça fait 35 ans que pour certains vous me connaissez, 35 ans où je vous dis et je vous répète, et vous ne me croyez pas encore tout le temps, que vous êtes piloté par les juristes et sans un avocat, pas de réussite possible. L'actualité, c'est que malgré le fait qu'il y a une centaine de pays sur la protection des données personnelles, malgré le fait qu'il y a une directive qui harmonise l'ensemble de l'Europe, c'est un trop-plein de différences. Et donc l'Europe a décidé de mettre en place un projet de règlement. Et c'est ce projet de règlement qui est l'avenir. Non seulement c'est l'avenir de l'Europe, mais rappelez-vous, le système qui veut qu'on ne peut exporter des données vers des pays tiers que si ces pays tiers ont une protection équivalente, c'est-à-dire qu'en adoptant le projet de règlement en 2015, l'Europe va nécessairement irriguer l'ensemble du monde entier sur effectivement ses propres règles, poussant là pour une première fois, et souvent en droit, les États-Unis à s'aligner sur les règles éthiques des données à caractère personnel européennes. Regardez. Données à caractère personnel et jurisystème. Je vous propose le plan de réflexion suivant. L'enjeu, c'est la propriété des données. Clairement, la question, elle se pose, est-ce qu'il y a un propriétaire? Et si oui, comment peut-il opposer sa propriété dans le jurisystème qu'il a créé à travers son contrat ou à travers tout simplement qui contrôle l'accès? Pas besoin de contrat, celui qui contrôle l'accès et qui dispose des fichiers log dispose effectivement de l'ensemble des éléments pour se connecter. Deuxième élément, les algorithmes prédictifs. Ça, c'est un enjeu extrêmement important. C'est l'avers du système à caractère personnel. C'est-à-dire que je ne connais pas la personne, mais je connais sa réaction. Et ce que je vends, c'est la capacité, effectivement, d'adresser des personnes sans les connaître. C'est un deuxième challenge dans ce monde. Le troisième élément que je voudrais voir avec vous, c'est que dans la plupart des pays du monde, un nouveau concept arrive qui vient, lui, des États-Unis, c'est l'accountability, c'est-à-dire comment vous prouvez, vous, opérateurs de télécom, vous, télédiffuseurs, vous, diffuseurs, vous, producteurs de contenu, que vous êtes conformes à ces réglementations. Et surtout, dans la plupart des pays du monde, un nouveau concept se met en place, Privacy by Design, c'est-à-dire que dès la phase de conception jusqu'à la phase de monitoring, en passant par la maintenance, vous devez être conforme sur les données à caractère personnel. De toute façon, la pression dans le monde entier de toutes les personnes sur leurs données à caractère personnel fait qu'aujourd'hui, c'est un élément déterminant de la réussite de ces jurisystèmes. Regardez. Je vous propose l'enjeu des 5 ans à venir. Je ne sais pas faire du droit à plus de 5 ans. C'est déjà, pour la technologie, c'est compliqué. Mais pour le droit, on peut faire une projection à 5 ans. Et à 5 ans, ceux qui gagneront, ce ne seront pas ceux qui auront la meilleure technologie, absolument pas. Ce ne seront pas ceux qui auront les meilleurs contenus, c'est ceux qui disposeront d'un système de monopolisation et de création d'une rente de Ricardo sur les données à caractère personnel. C'est là l'enjeu. Et celui qui contrôle cet enjeu, à mon avis, remportera la rente de Ricardo. Je vous propose de regarder le principe, les usages, les réseaux sociaux et les débats comme illustration.
Alors, le problème de la propriété des données, c'est que dans le monde entier, il n'y a aucune propriété des données. Il n'y a pas de règle sur la propriété des données, alors que chacun d'entre nous dit c'est mes données, c'est mes informations, c'est mes affaires. C'est-à-dire qu'il y a un possessif énorme, et pourtant, cette sorte de droit légal qui n'existe pas, ce droit naturel, comme diraient les juristes, est partagé quels que soient les pays du monde. Et donc, il va bien falloir trouver une solution, sachant que les règles habituelles de l'incorporel, que sont protection des inventions en brevet ou protection des contenus en droit d'auteur, est inadaptée, bien évidemment, à la situation des données. Mes coordonnées, mon nom, ma signature, c'est des pratiques complètement orthogonales au droit. Et regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. J'ai vu qu'en faisant un petit contrôle là, dans la salle, vous n'êtes pas tous mes amis sur Facebook. Et ça serait temps quand même de me rejoindre. Hein. Et pareil, sur mon Twitter, j'aurais l'impression d'être important. Mais si vous êtes intéressé par cette question-là, j'ai tweeté la première fois le fait que chacun d'entre nous est propriétaire des données en 2008. C'est à ce moment-là que le débat commence. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder le contrat Facebook. On est 1 milliard sur Facebook. 1 milliard. Or, quelle que soit la couleur, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, quelle que soit la politique, quelles que soient toutes les différences, sur cette terre des hommes numériques, pour parler comme Saint-Exupéry, ils y sont tous. Et ils ont tous accepté un contrat. Alors, ils ne l'ont pas négocié, c'est un contrat, je suis d'accord ou je m'en vais. Mais ils ont quand même accepté le contrat. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que Facebook, c'est une économie du don. Je te donne mes données qui m'appartiennent, et en contrepartie, tu me prêtes des services. C'est le début de l'économie virtuelle, et comme toutes les économies qui commencent, elles commencent par l'économie du don. Pourquoi Facebook et Twitter marchent ? Parce que la logique du don est certes asymétrique, mais suffisamment équilibrée pour que la différence soit opérationnelle. Et dans le contrat Facebook, contrat mondial, quels que soient, comme je vous l'ai montré, les cadres juridiques et les cultures, il y a un article 1, qui est celui-ci, qui dit que vous restez propriétaire de vos données et que Facebook, vu de votre côté, n'a qu'une licence gratuite et non exclusive. Et en vous accordant une licence à vos données, Facebook reconnaît implicitement que vous êtes propriétaire d'une propriété qui n'existe pas légalement, sous réserve bien évidemment que le contrat vaut loi entre les parties et que le juge finira bien un jour dans un contentieux de se poser la question de la valeur juridique de cette règle et lui donnera sûrement une application. C'est-à-dire que le premier à donner des droits universels et à les reconnaître, c'est Facebook, les États n'ayant pas encore mis en place. Et pourquoi fait-il ça ? Eh bien, pour tout simplement créer de la confiance dans l'utilisateur. C'est-à-dire pensant qu'il a un droit de reprise alors qu'il n'a aucun droit de reprise. Pensant qu'il a un droit d'accès alors qu'il a faiblement des droits d'accès. On a créé les éléments d'une création d'un jurisystème parce que le droit qui est là, il est lui parfaitement opérationnel puisqu'il n'est pas contraire à l'ordre public. Et qu'ont fait les autres ? Les Google, les LinkedIn, les YouTube, les Instagram, eh bien, ils ont recopié. C'est-à-dire que maintenant, tous les réseaux sociaux ont tous copié sur Facebook, reconnaissent tous le droit universel de chacun d'entre nous à être propriétaire des données, sachant qu'il n'y a aucun État régalien qui le reconnaît encore. C'est magique, le droit. En fait, il y a un débat. Il y a un débat, pour certains disent, il est absolument impossible d'être propriétaire des données parce que c'est un élément qui tient à la qualité de l'homme. Un droit de la personnalité, oui, un droit de propriété, non. Il y a ceux qui viennent dire aussi qu'un peu comme en matière de biotechnologie, on ne vend pas ses organes, on ne peut pas vendre ses données. Ça me paraît un paradoxe d'analyse. Je défends l'idée qu'on est chacun propriétaire de ses données à caractère personnel. Je défends l'idée que les droits naturels naissent avant les droits légaux. Et pour répondre à ceux qui déclarent que je serais un avocat indigne, je dis que les données sont indéfiniment reproductibles et lorsque je donne mes données, je les garde, ce qui n'est pas pareil avec les organes, bien évidemment, sauf ceux qui sont reproductibles comme la peau ou le sang. C'est un problème de droit de l'homme numérique. Il n'y a de capacité, effectivement, d'exister dans une démocratie que s'il y a une propriété. Or, si quelqu'un fait de la valeur avec mes données, surtout fait mes données dans leur capacité à évoluer dans le temps,
cette valeur-là, elle ne peut pas être asymétrique en droit. Il va bien falloir, à un moment donné, passer de la logique du don à la logique de l'échange. D'où les premiers opérateurs de monétarisation des données, sachant que, j'attire votre attention, que c'est du côté de l'utilisateur via le propriétaire, via le maître du gyrosystème. Il y a une question de savoir qui est propriétaire avec le petit système de licence. Vu du côté du maître du gyrosystème, lui, il déclare qu'il est propriétaire de l'ensemble des données et, bien entendu, à la fois dans sa valorisation en termes de bourse et dans sa valorisation en termes de contrat, il y a bien une monétarisation qui n'est plus basée sur le don, mais bien sur l'échange de valeurs. Et donc, cette rupture entre une logique du don, c'est un système à biface sur le plan économique. Vous avez une face en don, une face en échange. Le système est en train de se déséquilibrer. Et il fallait, pour pouvoir trouver un point entre l'économie du don, le consommateur via le réseau social, l'économie d'échange, le réseau social via les fournisseurs, par exemple, d'applicates ou les fournisseurs de contenu, il fallait bien un canal. Et le canal, c'est la licence d'utilisation. Donc, retenez au terme de cette première photographie, l'enjeu sur les 5 ans, c'est qui maîtrisera les données. Celui qui les mettra rentrera les autres, que ce soit en technologie ou que ce soit en économie, esclaves à leurs décisions. Le deuxième élément que je voudrais vous dire, c'est l'avers de ça, c'est les algorithmes prédictifs. C'est qu'avec l'arrivée du big data et la capacité de générer des comportements extrêmement fins, sans données à caractère personnel, c'est tous les systèmes de réglementation informatique et liberté qui s'effondrent. Puisque la réglementation informatique et liberté, elle est basée sur 2 critères. Un centre de gravité, c'est que les données, c'est moi qui les crée. Et un deuxième centre de gravité, c'est que les droits sont accordés à cet individu pour qu'il les mette en œuvre. Or, dans le big data, l'individu n'est pas créateur des informations qui le concernent. Voire même, il ne sait pas qu'elles le concernent. On appelle algorithme prédictif tous les systèmes effectivement d'extraction dans des cubes ou des hypercubes qui me permettent de mettre des liens entre des données, signaux faibles, dont a priori ils n'étaient pas apparemment liés. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne tout simplement le marketing prédictif, les services d'assistants à personnes prédictifs, la détermination de scores et de risques, la médecine, la police par exemple. La police aujourd'hui a des algorithmes prédictifs qui fait qu'elle est capable aux États-Unis, il y a une expérience en Angleterre, de prévoir quasiment à la minute près qu'à cet endroit-là, vous qui êtes en train de passer, vous êtes un délinquant. On est en pro-tentative, on est en proto-tentative, on est en amont de la tentative. Ou si je reviens au marketing, l'idée c'est que vous étiez un inconnu pour vous-même. Et là, l'algorithme va vous dire, toi qui ne sais pas, je vais te révéler. J'ai appris que tu aimais le jazz. Alors, regarde, Genius, tu aimes les polars. Et là, celui qui contrôle le jury-système, c'est-à-dire celui qui est capable d'avoir la segmentation et la cohorte, n'a pas besoin de connaître les noms des personnes. Il n'en a rien à faire. Ce qui l'intéresse, c'est de prédire qu'à ce moment-là, il y a bien un petit garçon ou une petite fille qui va se mettre à consommer du contenu. Moi, j'ai eu la chance, il y a un peu de temps, j'ai pas votre âge, je suis pas jeune, et donc, malheureusement, après 35 ans de barre, j'ai un petit-fils et la chance d'avoir un papa. 2 ans et 82 ans. Au même moment, il voulait un iPad, je ne sais pas pourquoi, à la fête des pères, c'est toujours compliqué de trouver ce qu'on peut l'offrir. Je lui offre à mon père un iPad et à Lucas, mon petit-fils, un iPad. Ils ont 80. L'un ne sait pas lire, l'autre sait lire. Et Lucas utilise l'iPad sur les contenus, notamment Mickey. Et sa capacité à trouver Mickey et bien les autres sur YouTube bien plus facilement que 80 expériences. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une rupture d'usage des contenus. Ce qui est important, c'est quoi ? C'est que derrière l'adresse IP, qu'elle soit dynamique ou statique, il faut reconnaître qu'on a un enfant de 3 ans ou reconnaître effectivement qu'on a une personne de 82. Au fond, peu importe son prénom. Si on veut faire une segmentation plus simple, on pourrait aussi travailler sur les prénoms. Mais ce qui est important, c'est qu'on adresse avec une probabilité supérieure à 90% exactement le programme qu'il souhaite. Et à part là, on inverse toutes les règles juridiques.
C'est-à-dire qu'on arrive non pas dans un droit des données à caractère personnel, mais un droit de la personnalisation anonyme. Je te connais, tu ne me connais pas, et c'est pas grave. Moi, je vais te diriger. Vous avez, ici, je vous ai mis tous les problèmes éthiques et tous les problèmes juridiques que ça compose. Et comme il n'y a pas de droit, et qu'aujourd'hui les technologies existent, on peut faire sans aucun problème du big data dans le monde entier. Les technologies de calcul à très grande prédiction existent. Et donc, comme Facebook, se met en place, sans que vous fassiez attention, des jurisystèmes, des contrats que vous lisez à peine, mais qui sont en train de créer des iTunes par domaine. Sachant que iTunes lui-même a organisé sa propre système, l'application santé par exemple, est une application que moi j'ai remplie. Je remplis non pas uniquement pour donner mes santé à Apple, je suis très content effectivement de les partager avec lui, mais j'ai surtout essayé de voir comment il l'utilisait, alors qu'en France on n'a pas été capable de créer un dossier médical personnalisé. Eh bien, si vous regardez l'application santé d'Apple, elle est parfaitement opérationnelle et donc elle a à l'intérieur la plupart des clés que l'on souhaite dans n'importe quel régime médical et socio-médical, c'est-à-dire de prédire toute la prévention. Et le système est opérationnel et n'a coûté quasiment rien. Je ne sais même plus si ça m'a coûté quelque chose, tellement j'appuie sur des boutons pour des applications que je ne comprends pas. Donc on va vers un encadrement juridique, mais ceux qui ont la main, donc on va vers la personnalisation anonyme, on va vers le droit des profils, on va vers le droit prédictif, on va vers le droit à la souveraineté. Par exemple, le Conseil d'État, dans son rapport que vous disiez sur les libertés fondamentales et le numérique, a décrit qu'il ne fallait pas suivre Alain Bensoussan, il n'a pas écrit comme ça, mais presque, sur le droit à la propriété, mais que par contre, le droit à la souveraineté sur les données à caractère personnel était effectivement un droit sur lequel il fallait s'interroger pour créer chacun d'entre nous le droit à la maîtrise de ces données. Vous voyez, un système entre aujourd'hui le droit informatique et liberté et le droit de propriété que je défends. Et donc, ces encadrements juridiques sont mis en place, mais aujourd'hui, faites très attention, un nombre important d'opérateurs ont parfaitement compris qu'en mettant en place des contrats, ils créaient des jurisystèmes et ils engageaient le droit de demain à partir d'une propriété d'aujourd'hui. Vous avez vu, informatique et liberté, avec la nécessité de la propriété des données. Vous avez vu la personnalisation anonyme avec la nécessité de contrôler l'ensemble de la prédiction, et pas, cette fois-ci, la donnée à caractère personnel, c'est l'avers du système. Je vous propose de regarder les deux grandes règles qui sont mises en place, l'accountability dans le monde entier, et puis Privacy by design. Alors, l'accountability, c'est quoi? Bien, c'est un système qui nous vient des États-Unis et qui, pour les données à caractère personnel, dit vous devez effectivement non pas dire que vous respectez la loi, mais le montrer. C'est ça, l'accountability. C'est une démarche vertueuse, une démarche de responsabilité sociale, une démarche de renforcer des clients, une démarche de création de la valeur et une démarche de durabilité. C'est ce qui s'est passé avec Facebook, où Facebook s'engage notamment, par exemple, dans le cas du Safe Harbor, c'est-à-dire l'application aux États-Unis des règles européennes, d'être conforme à la réglementation européenne. Et au lieu d'attendre effectivement que quelqu'un contrôle comme la police et que la preuve de non-conformité, le gardien de la conformité, par exemple une CNIL, dans le processus d'accountability, vient et demande la preuve de cette conformité. C'est-à-dire que ce n'est plus à celui qui attaque de prouver effectivement qu'il est conforme, c'est à celui qui se défend d'avoir un système de preuve de la conformité. La comptabilité, c'est ni plus ni moins dans le monde entier l'arrivée du bilan informatique et liberté. Comme il y a un bilan économique qui sert aux salariés, qui sert aux financiers, qui sert aux managers, qui sert, je fais attention à l'heure, qui sert, bon ça va encore, qui sert bien évidemment aux actionnaires. Eh bien, l'accountability, c'est le bilan informatique et liberté, c'est-à-dire l'obligation que chacun des opérateurs a à prouver qu'il respecte les règles dans ce domaine. C'est une tendance mondiale qui est dans le projet de règlement qui rentrera en vigueur en 2015 pour une application effective 2 ans après. Et je vous ai mis ici, simplement pour vous illustrer ce que ça veut dire. Ça va d'une PSSI, comme on dirait en matière de sécurité, donc une politique générale des données à caractère personnel, jusqu'à une procédure de vérification de ces données. Dernier élément,
dernier élément, privacy by design. Privacy by design, c'est un concept aussi au niveau mondial qui vient du fait de la généralisation de ces jurisystèmes et qui c'est en train de se généraliser tout simplement parce qu'il s'impose comme un droit naturel, c'est-à-dire que les domaines de privacy doivent être pris dès la conception des applications. À défaut, eh bien, vous avez un risque de non-utilisation de l'ensemble de votre technologie. La règle, c'est de concevoir des produits et des services qui sont, pardon pour une telle, privacy inside. Dans ce domaine-là, c'est la généralisation de ce concept. Vous l'avez des exemples avec Facebook, vous l'avez des exemples avec Google+, alors que, ce qui est important, alors que le consommateur ne demande rien, alors que le consommateur n'exige rien, alors que le consommateur n'est même pas en l'état de négocier son contrat, c'est I agree ou je m'en vais, eh bien, on lui met cette privacy by design tout simplement pour réduire le niveau anxiogène sur ce qui concerne être un élément de son intimité. Cette tendance-là va en pratique faire que celui qui sera le mieux disant dans les données à caractère personnel gagnera le contrôle du jurisystème. Et regardez ce qui s'est déjà passé pour la propriété des données. Le mieux disant était Facebook. Les autres, avant que Facebook mette sa clause, tous les autres réseaux sociaux ne disaient rien sur la propriété des données. C'était, tu me donnes tes données, j'en fais ce que j'en veux, je ne te dis rien, tu me demandes rien, on garde le silence et c'est mieux pour tous. Et l'accélérateur de développement de Facebook a été, au contraire, pas uniquement, excusez-moi, la qualité de l'application, qui est assez banale. Elle a été d'abord et avant tout de réduire le niveau anxiogène. Et cette réduction du niveau anxiogène a été telle, quand les gens disent ils abandonnent leurs données sur le net, voire ils abandonnent leurs données sur Facebook, je leur dis mais pourquoi tu dis qu'ils abandonnent ? Je les tutoie directement, bien évidemment, par cette communauté d'erreurs. La plupart n'ont pas lu, mais ceux qui ont lu, ils ont effectivement vu qu'ils étaient propriétaires de leurs données. Cette confiance, c'est pas parce qu'on n'a pas lu un document qu'on ne le connaît pas. Cette confiance, elle a irradié la totalité du monde. Et c'est la raison, me semble-t-il, pour laquelle Facebook est dominant. Il y a une deuxième raison pour laquelle Facebook et ensuite Twitter est dominant, c'est que Facebook, c'est par ailleurs un droit naturel. C'est le droit de chacun d'entre nous à se présenter. C'est le droit d'exister. Quant à Twitter, c'est pas autre chose que le droit de papoter. Le droit de papoter est un droit fondamental. Mesdames, ne souriez pas. Je vous rappelle que quand vous êtes chez le coiffeur et que vous demandez à votre voisine où elle part en vacances, vous en avez rien à faire de la réponse. Mais c'est la règle de politesse préalable pour parler des vôtres. C'est ça, Twitter. C'est tellement important, privacy by design, il faudra faire un peu de droit quand même pour un avocat. Regardez les sanctions. Lorsque le projet de règlement entrera en vigueur, la liste des sanctions, l'absence du droit d'accès ou l'absence de définition insuffisante des obligations du responsable conjoint, si je prends la première et la dernière, mais regardez encore le traitement des données sans base juridique ou absence de consentement, d'où la propriété, ou le non-respect de l'obligation de répondre à l'autorité, en passant par l'absence de désignation d'un représentant ou l'omission de notifier une violation de sécurité, 1 million d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial. Ça change les rapports de force entre les autorités de régulation et les Facebook, Google et autres. Pour conclure, vous avez compris, il vous faut un juriste pour pouvoir partager le bonheur dans le binaire. Merci.